Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI pour cette interview exclusive. Âgé de 61 ans, notre invité est une figure de l'économie mondiale. Entre 1994 et 1998, il est le premier directeur général ivoirien du Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET. En août 1998, il devient ministre du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire, sous le magistère de feu le président Aimé Henri Konan Bédié. Avec le regretté président du PDCI-RDA, décédé il y a 12 jours, il entretenait de bonnes relations. De passage donc à Abidjan, il est donc venu prendre sa part de deuil national qui frappe la nation. Il nous dira dans cet entretien ce qu'il garde de sa proximité avec le président Bédié. Évidemment, nous évoquerons plusieurs autres sujets d'actualité. Son parcours de financier auréolé de grandes responsabilités, il faut le rappeler, et de réussite aussi, à la tête notamment de l'assureur britannique Prudential ou encore la prestigieuse banque helvète, le Crédit Suisse. Son parcours, disais-je, ses valeurs, sa lecture des enjeux financiers internationaux, son engagement en qualité notamment d'envoyé spécial de l'Union africaine pour mobiliser le soutien international au plan de riposte anti-Covid-19 sur le continent. Autant de sujets que nous soumettons ce soir, cet après-midi, à Tidiane Thiam, financier, ex-ministre du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam, bonsoir. Bonsoir, M. Djirassouba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter, même si c'est en des circonstances un peu douloureuses pour notre pays et pour moi personnellement. Tout à fait. Nous sommes doublement honorés parce que votre parole est rare. C'est la première interview exclusive que vous accordez à un média ivoirien. En tout cas, merci depuis 1999. Depuis 1999, faut-il le rappeler, depuis cette époque. Et justement, en 1999, le président Aimé Henri Konan Bédié, malheureusement, est victime d'un putsch qui fait en sorte qu'il quitte le pouvoir dans les circonstances qu'on a tous connues. Après cela, on n'a plus de vos nouvelles pratiquement. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Vous avez été choqué, vous avez reçu un choc de sorte à vous dire finalement, je m'éloigne de tout ça. Je vais vous répondre, mais avant, permettez-moi de dire quelques mots. Bien sûr. Sur le président Henri Konan Bédié et sur les circonstances qui m'amènent à Abidjan aujourd'hui. C'est cela. J'ai eu l'honneur de servir le président Bédié. J'étais le plus jeune ministre de sa présidence et donc je voulais vraiment lui rendre un hommage appuyé aujourd'hui face à la nation ivoirienne. C'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai accepté cette invitation. C'est cela. Parce que ça a été un grand serviteur de la nation ivoirienne dans différentes fonctions à différents moments. Et je crois que ça mérite un salut. Et je crois aussi qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Donc je crois que savoir respecter les accomplissements de ceux qui nous ont précédés fait partie des valeurs ivoiriennes et des choses qu'on doit encourager et cultiver. Donc c'était une introduction. 99, écoutez, ça a été certainement sur le plan personnel un choc. J'ai dû remettre mes fonctions, j'ai été démis de mes fonctions, j'ai dû faire une passation de pouvoir alors que j'estimais que mes équipes et moi n'avions pas démérité. Au contraire, avions fait du très bon travail pour la Côte d'Ivoire. Et effectivement, c'était extrêmement décevant, choquant, d'autant plus que je considérais, et je considère toujours, que les coups d'État sont néfastes et que ce coup d'État était bien reçu, alors que j'étais convaincu qu'à moyen et à long terme, il aurait un impact très négatif sur les perspectives du pays. Donc effectivement, j'avais 2 enfants en bas âge. On sait bien qu'en fait, le nouveau régime m'a proposé de travailler avec eux. C'est un épisode dont on parlera tout à l'heure. Voilà, je ne souhaitais pas travailler pour un régime militaire, ce que j'ai exprimé. Et ensuite, je suis parti. Et c'est vrai que je suis resté relativement silencieux, à l'exception de moments comme 2010, 2011, ou de moments où je pensais que c'était important qu'on entende ma voix. C'est cela. Tidiane Thiam, vous parliez donc du président Bédié. Quelle était la proximité dont vous bénéficiez du président Bédié? À quel moment vous vous rencontrez pour que vous deveniez plus tard son ministre? Écoutez, comment les choses commencent? Oui. Bon, vous savez que par nos origines familiales, on a participé à différentes étapes du développement de la Côte d'Ivoire. Sur un plan personnel, je connaissais le président Bédié, je l'avais vu à Yamoussoukro, comme j'avais pu voir le président Yassé ou Mamadou Koulibaly ou d'autres personnalités ivoiriennes, mais dans la position d'un enfant regardant un adulte. Donc c'est bien plus tard, en fait, que je rentrais. J'étais à Paris à l'époque, je travaillais au cabinet McKinsey, en passe de devenir directeur associé, et j'ai trouvé un samedi soir sur mon répondeur un message du ministre Awan Guetta,
me disant « Le président Bédié veut déjeuner avec vous demain à Abidjan ». Donc j'ai dû le rappeler un peu embarrassé pour expliquer que c'était physiquement impossible pour moi d'être à Abidjan le dimanche pour ce déjeuner. Et ensuite, j'ai dû expliquer à mes patrons qu'on me demandait dans mon pays et qu'il fallait que j'y aille. Donc lundi, je suis parti pour Abidjan. Ensuite, ça a duré 2 semaines. C'était une période très difficile et confuse. Le président Bédié venait d'accéder au pouvoir. Il y avait eu la dévaluation du franc CFA avec une désorganisation de l'économie. Et donc, il a mis 2 semaines à me recevoir et finalement, il m'a reçu. Il y avait quelques témoins à cette rencontre. C'était un déjeuner. Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, le ministre Niamien Goran, que je salue tous les deux, le ministre Awan Guetta, que je salue également, le président Bédié et moi-même. Et donc, nous avons déjeuné tranquillement. À la fin du déjeuner, il m'a dit voilà, j'ai une proposition à vous faire, Monsieur le Président. Il m'a dit je voudrais que vous deveniez le directeur général de ce qu'on appelait à l'époque la direction et contrôle des grands travaux. Qui est aujourd'hui le BNET. Le BNET, qui a changé de nom sous ma direction. Et donc, il m'a dit, ça c'est un peu plus drôle, parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir de lui. C'était quelqu'un qui avait un sens de l'humour assez fin et qui n'est pas évident au premier abord. Et il m'a dit, écoutez, de toute façon, je veux que vous me donniez une réponse immédiatement et sans condition. Et il a dit, ce n'est pas la peine de me dire que vous allez consulter votre épouse avant de me donner une réponse. Donc, en souriant, je lui ai dit, écoutez, Monsieur le Président, moi, si le pays a besoin de moi, je n'ai jamais manqué de répondre à un appel. Vous n'avez pas hésité un seul instant? Je n'ai pas hésité. J'étais terrifié. J'étais terrifié parce que je savais que c'était... C'était une sorte d'injonction. C'était un rôle. Mais vraiment, c'est plutôt dans mon tempérament de répondre à un appel pareil, par patriotisme, par attachement au pays, auquel je devais beaucoup. Donc je me devais d'essayer. Et je lui ai répondu oui. Donc il m'a dit va mettre l'ordre dans tes affaires. Dans 15 jours, je te nomme au Conseil des ministres. Et donc le 20 avril 1994, j'étais de retour à Abidjan pour être nommé donc, directeur général de la direction et contrôle des grands travaux. Quand vous prenez la direction du contrôle des grands travaux, il y a quelque chose d'anecdotique. On vous dit que cela fait quelques mois que les employés de cette direction n'ont pas été payés, n'ont pas reçu leur salaire. Je vois que vous avez bien fait votre travail. Vous avez bien fait votre travail. J'essaie. Oui. Donc j'ai pris la direction de cette entreprise à 31 ans avec 4000 employés, effectivement, sachant qu'ils n'avaient pas été payés et qu'il n'y avait aucune perspective de les payer à un horizon raisonnable. Donc ça a été une grande leçon de management. Et si vous me permettez, je vais citer mon père, mais il disait toujours quelque chose qui m'a marqué, l'autorité ne s'exige pas, elle se consent. Le secret du commandement, c'est de comprendre que l'autorité vient d'en bas, pas d'en haut. Et vous ne pouvez diriger des êtres humains que s'ils consentent à être dirigés par vous. Donc votre autorité est dans l'exacte mesure du consentement qu'il vous donne à les guider. Donc il faut toujours s'évertuer à obtenir le consentement de ceux qui sont en bas, parce que c'est ça le fondement de votre autorité et le fondement du pouvoir. Sinon, vous pouvez exercer une fonction, mais sans pouvoir. Et comment vous avez réussi, vous, à avoir le consentement de ceux qui... Il y a des choses assez simples. Je pense que d'abord, il faut être honnête. Je ne leur ai pas menti. Je leur ai dit que j'arrivais, je les ai réunis sur la... D'abord, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé à rencontrer tout le personnel. J'ai passé une journée à faire le tour des bureaux. Il y a plusieurs implantations de la DCGTX à l'époque dans Abidjan, et je suis rentré dans chaque bureau et j'ai serré la main de chaque employé. Donc à la fin de la première journée, j'avais serré la main à chaque employé de la DCGTX. C'est un objectif important. Que chacun puisse mettre un visage sur ce nom, peut-être qu'ils avaient entendu parler de moi, etc. Mais je suis là, je suis un être humain, je suis avec vous. Ça m'a permis de me rendre compte d'un tas de problèmes. Parce que quand vous passez, j'ai vu que les imprimantes ne marchaient pas. J'ai vu au garage que les voitures n'avaient pas de pneumatiques. J'ai vu que les climatiseurs étaient en panne. Si j'étais rentré dans mon bureau, dans une tour d'ivoire, en demandant aux gens de venir me voir, j'aurais mis des mois à découvrir la situation. C'est un de mes patrons qui m'a dit, quand tu prends une entreprise, il faut toujours... faire le tour. Voilà. Et c'est une recette qui a marché. Toujours. Donc je fais toujours ça. Donc je suis allé voir et ça m'a donné aussi... Bon. Et puis ça montre aux gens qu'ils sont importants pour vous. Parce que aucun dirigeant ne dit « les gens ne sont pas importants pour moi ». Tout le monde dit oui, les hommes sont ma première ressource, mais ils ne vous croient que si vos actes sont en accord avec vos comportements. Mais quand on est à la tête d'une entreprise qui emploie près de 4000 personnes, c'est quand même difficile de faire le tour de chacun. Ben je l'ai fait. J'ai fait le tour. J'ai serré beaucoup de mains et le lendemain, je les ai réunis. J'ai dit voilà, moi, je suis arrivé ici sans personne. Pas d'équipe, pas de collaborateurs, j'ai juste amené ma sacoche. Et puis, ma détermination, ma volonté. Ce que je vous dis, c'est que je serai là tous les jours avant vous et je partirai après vous.
et puis on va travailler ensemble. Mais je vais m'attacher d'abord à, je ne veux pas donner trop de longues réponses, mais à remettre la machine en route. Donc avant de vous payer, je vais vous donner les instruments du travail. Et si nous travaillons bien, le gouvernement reconnaîtra notre travail et nous paiera. Mais le préalable à être payé, c'est de produire. Parce qu'on avait une situation critique. Le ministre Lamine Fadiga, que je salue également, m'a appelé le lendemain de ma nomination, on va parler d'un projet, ça s'appelait le projet Foxtrot. En fait, en 1994, les barrages étaient vides. Donc on allait vers les délestages en 1995, l'année de l'élection présidentielle. Donc la première mission qui m'a été confiée, c'est de dire il faut que tu nous construises une centrale thermique en 6 mois et on n'a pas d'argent. Donc, challenge. Voilà, c'était en avril. Donc, je vais plus vite. Bon, en juillet, on avait signé le contrat de la centrale Cyprel qui a été construite. Vous savez, on ne vous récompense jamais pour les désastres, les catastrophes évitées. Donc, en effet, c'est la nature des choses. Voilà. Donc, la centrale a été construite, tout le monde a pu dormir avec l'électricité et la climatisation en 1995. Il n'y a jamais eu de délestage. Mais ça a été vraiment mon premier... Tout le monde plaisantait parce que je disais que j'allais nommer mon premier fils Foxtrot. Parce qu'à l'époque, mon épouse était enceinte pratiquement de 9 mois et j'ai raté les 3 derniers mois de la grossesse parce que je faisais le tour du monde pour lever des financements pour la centrale. Donc ça a été important parce que ça m'a donné de la crédibilité. Et vraiment, on allait à Washington, on négociait, on n'était pas payé. Et je pense que ça nous a donné une certaine crédibilité auprès du ministre des Finances centrales et les gens étaient bien disposés. Donc j'avais obtenu en fait un premier financement pour réparer les photocopies, réparer les véhicules, etc. Et ça, les gens appréciaient, réparer les climatiseurs. Les conditions de travail étaient meilleures. Bon, l'autre chose que j'ai faite, parce que, vous savez, quand on est en vue, on doit prendre sur soi et accepter que toutes sortes de choses soient dites. Donc, il y a toutes sortes de considérations faites sur mes rapports avec la France. Je suis arrivé à la DCGTX, il y avait 150 expatriés et 3850 employés ivoiriens. Les 150 expatriés faisaient 48% de la masse salariale. À 150, la moitié des salaires. Donc, en fait, j'ai licencié tous les 150. Et je leur ai proposé, la semaine de mon arrivée, un contrat ivoirien. Il y en a 9 sur les 150 qui sont restés, 141 qui sont partis. J'ai trouvé les fonds pour payer leurs droits de licenciement et j'ai nommé des Ivoiriens à tous les postes de direction. Et donc, j'ai eu le chef de la mission de coopération française dans mon bureau qui m'a dit « Mais vous, monsieur Thiam, nous, on veut savoir si vous êtes pro-français ou anti-français. » Et je lui ai dit... À l'époque déjà? Oui, je lui ai dit, monsieur, ni l'un ni l'autre, je suis juste pour Côte d'Ivoire, qui paye mon salaire. Parfait. Donc, alors, voilà. Vous dirigez la direction des contrôles jusqu'en 1998. Le président Bédier croit bon de vous nommer à la tête du ministère du Plan et du Développement. Malheureusement, l'aventure a été courte. Mais qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez apporté au président Bédier et à la Côte d'Ivoire à cette époque? Bon, j'étais dans une position assez stratégique au gouvernement, puisque la DCGTX, le BNET, est devenu le BNET, touche à peu près 14 départements de l'économie, depuis l'agriculture, l'eau, voilà, les mines, l'énergie, l'électricité, le transport, etc., l'environnement, c'est important. Et je travaillais en bonne intelligence avec les ministères, parce qu'il y avait eu une histoire d'antagonisme dans le passé entre les ministères et la DCGTX. Moi, je pensais qu'on devait travailler un peu la main dans la main, tout ça a bien fonctionné. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de choses. On a fait les centrales thermiques dont j'ai parlé, la centrale d'Azito. Quand on a dit qu'on la ferait en 18 mois, le président de la Banque mondiale à l'époque, James Wolfenton, m'a dit « Monsieur Thiam, si vous faites ça, je viens à Abidjan pour l'inauguration ». Donc un des coups de téléphone que j'ai eu à passer qui m'ont fait plaisir, ça a été « Monsieur Wolfenton, la centrale est prête ». Il est venu, il a tenu parole. Donc j'ai pu faire le discours d'inauguration en présence du président de la Banque mondiale. On a été nommé par le Financial Times sur 1000 projets, dans les 6 projets les plus innovateurs du monde. On a reçu toutes sortes de récompenses internationales. Donc ça, pour les équipes, c'était bien. J'ai oublié de préciser 2 ou 3 choses qui sont importantes pour moi. Dès que j'ai pu payer les salaires, en fait, en octobre, j'ai payé un rappel de tous les mois qui n'avait pas été payé. Et j'ai augmenté les salaires de 40%. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai été porté en triomphe. Ça, vraiment, ils sont venus me sortir de mon bureau, les employés. C'était très... Bon, période dure avec des bons résultats. Donc c'était important. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis en place une assurance santé. Première chose que j'ai faite. Qui n'existait pas pour les employés. Parce que je disais, mais enfin, il n'y a pas de raison que vous deviez aller frapper aux portes quand vous avez un parent malade. Assurance santé, une retraite. J'ai négocié avec les compagnies d'assurance que chaque employé qui a passé des années à travailler au service de l'État ait une retraite décente. Ça a été signé.
Et j'ai construit un centre de santé. Je veux dire, on est les rois de la construction. J'ai construit un centre de santé au fond là-bas. Le docteur Kessé, que je salue, il est venu, j'ai nommé un docteur en permanence. Et en fait, le personnel pouvait venir avec leur famille, leurs enfants, au lieu d'aller prendre des rendez-vous chez des médecins en ville, ce qui fait des pertes de temps de trajet. Ça a été vraiment très bien reçu. Plein de petites choses comme ça. Et puis j'avais créé une chose, c'est que tous les enfants du personnel, je faisais une fête chaque année pour tous les enfants du personnel qui étaient premiers de leur classe. Donc je faisais... Un style de management très direct, finalement. On ne réussit qu'à travers les gens et on peut les motiver que si on les respecte et qu'on les traite bien. Donc c'est un peu ma philosophie. Donc je signais les diplômes et en fait ça a été une anecdote intéressante parce que je faisais une photo avec chacun et j'ai reçu quand j'étais au Crédit Suisse une lettre d'un monsieur ivoirien qui est à l'université du Texas diplômé et il m'a envoyé notre photo et une copie du diplôme. Il disait je suis un des enfants du BNET pour lequel vous avez signé le diplôme. Et quand je suis revenu à Noël l'an dernier, avec sa mère, ils sont venus me rendre visite. Voilà. Ça veut dire que ça les a marqués. Et je continue parce que hier, j'ai reçu la jeune Ivoirienne qui a eu le meilleur baccalauréat. C'est cela. Je l'ai trouvée, ses parents sont venus et je l'ai reçue hier et je l'ai encouragée. Donc, elle part au lycée Louis le Grand en classe préparatoire. Donc, je lui ai dit que je l'attends à Polytechnique dans 2 ans. C'est un grand challenge pour elle. On espère elle va y arriver. Elle va y arriver. Parce que vous êtes un ancien, vous, de Polytechnique. Elle m'a présenté ses bulletins de notes, etc. Je pense qu'elle va y arriver. Donc, tout ça pour dire, au-delà des anecdotes, qu'il n'est de richesse que d'homme. Michel de Montaigne. Il n'est de richesse que d'homme. C'est le cœur de ma philosophie. Très bien. Et pour vous, le plus important, c'est la méritocratie. C'était un peu un trait de caractère du président Bédier, vous pensez? C'est pas... Je peux corriger ça, je dirais. De lui? C'est l'égalité des chances, plus que la méritocratie. Parce que je crois que le talent est uniformément réparti. Une des raisons pour lesquelles je déteste le racisme, c'est que c'est contraire à chaque fibre de mon individu. Je crois que des gens talentueux, il y en a dans tous les groupes, dans toutes les géographies, dans toutes les ethnies, dans tous les peuples, sur tous les continents. Ce qui manque, ce sont les opportunités. Ce qui est inégalement réparti, ce sont les opportunités. Donc il faut permettre à chacun, à chacune, de pouvoir saisir les opportunités au mieux de son talent. Et vraiment, je ne suis pas du tout... Je vais vous dire, mon père a fait toute sa carrière avec le certificat d'études. Donc souvent, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de politique. Ma mère n'est jamais allée à l'école. Donc je ne suis pas quelqu'un qui, contrairement aux apparences ou à ce qu'on peut croire de moi, définit la valeur des gens par leur diplôme. Il n'y a pas de personne que j'admire plus sur cette terre que mon père et ma mère. Et aucun d'entre eux n'avait fait de grandes études. Mais ils m'ont tout appris. Donc, ce n'est pas la méritocratie des diplômes. Je crois à la dignité de chacun. Il n'y a pas de sous-métier. Chacun fait... Vous savez, il y a une anecdote qui est célèbre. Hein. Dites-nous. Le président Kennedy visitait la NASA. La NASA à Cap Canaveral. Et donc, il se promenait et il a vu un type qui balayait, un balayeur. Il est allé vers lui, le président, il lui serre la main. Il dit, bon, qu'est-ce que vous faites? Et il dit, moi, monsieur, je vais envoyer un homme sur la Lune. Le bailleur de la NASA, l'anecdote est véridique. Et c'est ça, il faut que chacun sente qu'il participe à quelque chose de motivant. Ça peut être le balayeur, ça peut être l'ingénieur en aéronautique. Mais les êtres humains, et j'ai vu ça, je disais souvent à mes collègues de Wall Street, dans la City, moi j'ai dirigé une entreprise pendant 6 mois sans payer de salaire. Donc les gens ne travaillent pas pour un salaire. Ils ont besoin du salaire pour vivre. Mais s'ils n'ont pas d'aspiration, quelque chose en quoi ils peuvent croire, alors ça devient alimentaire. Et vous ne tirez pas le meilleur des gens avec des considérations d'ordre alimentaire. Tidjane Thiam, avant d'aller un peu plus loin dans votre parcours, j'aimerais que vous me dites ce que vous retenez, vous, du président Henri Konan Bédier. Le président de la République, d'abord il a été ministre de l'économie et des finances, ambassadeur très jeune aux États-Unis. Finalement, il est rentré dans l'opposition, alliance avec le RHDP, retour au pouvoir en 2011, scission en 2018, jusqu'à son rappel à Dieu. Vous, qu'est-ce que vous retenez de la vie de l'homme? Je pense que c'est un certain nombre de valeurs. C'était quelqu'un de très calme, très serein, qui écoutait beaucoup. Parfois, il était mal compris parce qu'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Mais très, très humain. Et ça, vraiment, je tiens à le dire, parce que c'est peut-être pas l'image
que les gens ont de lui, mais je sais il était d'une grande générosité. Il faisait vraiment beaucoup d'actions charitables, de bien pour beaucoup de gens, mais toujours très discrètement. Moi, j'aime bien cette phrase qui est un peu vieille école, mais qui dit le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Et il était de cette école de pensée-là. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'admirable. Et donc, il a beaucoup apporté à ce pays, avec aussi une grande intelligence, une grande compréhension de l'économie, des marchés mondiaux, mais complété par un sens humain. Il m'est arrivé d'aller parcourir ces plantations à Daoukro. Et c'est là que je le sentais le plus heureux. Quand il parlait d'une nouvelle culture qu'il avait démarrée, il parlait d'un élevage, il parlait d'un barrage, d'une route. Donc, il était très... Un amoureux de la terre. Oui, attaché à ses racines. Et je pense que dans notre pays, où l'agriculture est tellement importante, pour ceux de mon âge qui regardaient le spot de la RTI, le succès de ce pays est basé sur l'agriculture. Voilà, avec la musique qu'on connaît tous. C'est cela. C'est vrai. Et donc d'avoir cet attachement à l'agriculture que le président Houphouët avait aussi. Moi, maintes fois, j'ai parcouru les plantations de Yamoussoukro avec lui. Il partait le matin, on marchait toute la journée jusqu'au soir. Le président Bédié faisait la même chose. Et ça dit beaucoup sur le genre d'homme qu'il était. Parlant de l'agriculture, quand on a en face de nous un financier reconnu mondialement, un économiste, une figure de l'économie mondiale, pourquoi nos agricultures ne progressent pas vers des modèles plus mécanisés, plus compétitifs, comme on l'a en Europe, dans certaines parties du monde, au Brésil, en Inde et tout le reste? C'est un sujet difficile à aborder dans une interview aussi courte. C'est général? Absolument. Quelques éléments. Oui. Il y a plusieurs problèmes. Il y en a un qui est bien identifié et qu'on a attaqué à différents moments, le gouvernement actuel, notre gouvernement qui est celui de la propriété foncière, qui est au cœur du problème, parce que la sécurisation de la propriété, le fait que les gens aient titre foncier, ils soient sûrs d'être propriétaires de leurs parcelles de cacao, de café, c'est très important. Parce que pour investir, à long terme, il faut être, confiant dans le fait que vous êtes assuré de vos droits de propriété, vous n'allez pas être exproprié. Ce n'est pas quelqu'un qui vous laisse occuper ce terrain, mais qui peut, une fois que vos cacaoyers ont poussé, essayer de venir le reprendre, etc. C'est important. C'est la question foncière. La question foncière est importante. Il y a des questions de technologie, c'est clair. Et ça, c'est un sujet qu'on peut reprendre, parce que vraiment, la technologie est une opportunité extraordinaire pour l'Afrique. Les gens, souvent, la voient comme une menace, mais je crois que dans la plupart des secteurs, on l'a fait dans le cellulaire. Bon, j'étais impliqué ici à l'époque, en 95, quand on a commencé, etc. Le cellulaire, ça a révolutionné nos sociétés. Vous avez l'impression que l'Afrique ne saisit pas au bon, justement, le tournant technologique? On peut toujours faire mieux. Mais je pense qu'il faut vraiment être conscient. Là, actuellement, j'ai eu une initiative personnelle dans le solaire. Prenez le cas du solaire. C'est une véritable révolution qui est en cours, à l'échelle mondiale. Je ne sais pas si vous avez vu que le président Biden a donné ce qu'ils appelaient le Inflation Reduction Act, 380 milliards de dollars. Je ne vais pas traduire ça en francs CFA, mais ça fait une somme faramineuse pour développer le solaire. Si vous regardez le coût du solaire, de 1975 à aujourd'hui, il a été divisé par 400. C'était 105 $ le watt, c'est 27 cents le watt aujourd'hui. Donc 60 000 francs CFA, moins de 100 francs CFA. C'est incroyable. Et donc, les économies comme l'économie américaine sont en train de basculer vers le solaire. Alors, on est en Afrique. Vraiment, c'est un discours que j'ai tenu récemment. Et oui, je suis en train de travailler avec la BAD, les institutions, la SFI, etc. Parce que vraiment, qu'on ait des problèmes d'énergie dans le continent le plus ensoleillé du monde, c'est une aberration. Avec la technologie actuelle, on a la possibilité de mettre des panneaux sur pratiquement de façon résidentielle partout. Et l'autre révolution qui est en cours, c'est celle du transport, parce que si je peux vous mettre une batterie avec ces panneaux, vous allez conduire, M. Derassouba, gratuitement tout le restant de votre vie, si vous avez un véhicule électrique. Donc, plus de stations-service, plus d'essence, plus de prix de l'essence qui monte et vous chargez votre voiture avec le soleil qui brille sur nos têtes. C'est un manque à gagner aussi pour l'économie. Non, parce que c'est un gain de productivité. Regardez
le gain de pouvoir d'achat que c'est pour la famille Forcément. moyenne. Vous vous rendez compte que le poste essence véhicule passe à zéro, le poste facture d'électricité passe à zéro, ça vous transforme, au contraire, ces gens-là vont dépenser plus, consommer plus, investir. Et c'est comme souvent, malheureusement, ce sont les pays les plus avancés qui bénéficient de ça en premier, ce qui fait qu'en fait, l'écart, au lieu de se réduire, s'accroît. Donc c'est important, comme on l'a fait dans le cellulaire, qu'on soit conscient de ces révolutions et qu'on saisisse la balle au bon, parce qu'on a vraiment une opportunité de le faire. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi je travaille, et c'est concret et c'est très intéressant. Et on espère qu'on aura l'occasion d'en parler profondément, de façon spécifique sur ces sujets-là. Évidemment, avec on m'a dit de ne pas être être trop technique, donc je... Très bien, parfait. Tidiane Thiam, vous dites que par principe, vous condamnez les coups d'État. Vous avez dénoncé et condamné celui de 1999, qui a renversé le président Henri Konan Bédié, dont vous étiez l'un des ministres. Aujourd'hui, dans la sous-région ouest-africaine, c'est une zone qui est en proie, évidemment, à plusieurs putschs. Vous n'ignorez pas cette réalité. Hier, la Guinée, le Mali, le Burkina. Aujourd'hui, la question d'actualité principale, c'est le Niger, un pays qui a connu une élection présidentielle il y a 2 ans. 2 ans après, les militaires ont décidé de monter au créneau pour prendre le pouvoir. Le président Mohamed Bazoum n'est plus en fonction, en tout cas, depuis quelques semaines. La communauté internationale et la CEDEAO parlent de tentative de putsch parce qu'ils n'admettent pas pour l'instant. Quelle lecture faites-vous justement sur cette contagion, j'ai envie de dire, de coup d'État dans notre région ouest-africaine? C'est une situation très complexe et difficile. Plutôt que de commenter une situation individuelle, je vais essayer de prendre un peu de recul. Au fond, ce qui compte, c'est vraiment que les conditions de vie des populations s'améliorent. Et que si on ne peut pas faire cela, à ce moment-là, il y a des risques de coup d'État et de violence. Vous voyez, moi, j'avais fait un rapport sur les perspectives démographiques de la Côte d'Ivoire en 1998, où un des scénarios centraux, c'était un coup d'État. En 88, vous dites? 98. 98. Parce que c'était prévisible. Il y avait des difficultés, en particulier au niveau de l'éducation. Le fait qu'il y avait une croissance démographique très importante, que les premiers programmes d'ajustement structurel imposés par le FMI en 80, en Côte d'Ivoire a été un des premiers pays d'Afrique subsaharienne sous ajustement structurel, ont conduit à fermeture des internats, l'interdiction de la construction de lycées par l'État et un abaissement drastique des dépenses d'éducation de l'État. Or, c'était l'État qui finançait l'essentiel des dépenses. On était arrivé à une situation en 1998 où, au CM2, seulement 10% des gosses pouvaient continuer leurs études. Donc si vous mettez à la rue 90% des enfants, vous avez un problème. Bon. Donc ces problèmes de démographie et d'opportunité vous rattrapent d'une manière ou d'une autre. Et le soldat qui m'avait arrêté au coup d'État était tellement jeune que je lui ai dit « Tu as quel âge ?» Il m'a dit « 17 ans, monsieur le ministre. » Donc, tout ça est lié. À la fin, ce qui compte, c'est d'assurer le progrès des populations. Bon, et la Côte d'Ivoire a quand même une longue histoire de progrès économique. Et je veux le dire ici parce que je sois clair. Moi, j'ai des amis partout. Il faut que chaque génération ajoute à celle qui la précède. Donc moi, je pense que sous le président Bédié, il y a eu beaucoup de bonnes choses faites. Sous le président Ouattara, il y a aussi beaucoup de bonnes choses faites. Et il faut que ceux qui viennent à chaque fois construisent, amplifient ce qui est bien, plutôt que d'être dans une logique négative et de destruction. Et ça aussi, c'est important, que les relations politiques soient apaisées, parce que si on est dans une logique vraiment on peut être adversaire sans être confrontation, ennemi, adversaire sans être ennemi, c'est 2 mots vraiment qui ont un sens très différents. 2 mots qui ont leur sens. Oui, à ce moment-là, on peut avancer. Adversaire, la cohabitation impossible, on peut regarder dans la même direction. Absolument, on se réunit, voilà, c'est la guerre, on se tire dessus. La ligne rouge. Exactement. Donc, vraiment, je pense que la maturité et le développement viennent si on peut faire des progrès continus, sans à-coups, sans recul. Et donc, effectivement, ces coups d'État, quelles que soient les bonnes intentions de leurs perpétrateurs, finalement, déstabilisent des choses, parce que la communauté internationale porte un regard très négatif là-dessus. Et il y a même un risque supplémentaire qui est que se développe de plus en plus la perception que c'est l'Afrique francophone qui a un problème.
Parce que le dernier coup d'État en Afrique subsaharienne anglophone date de 1993 au Nigeria. Ça fait 30 ans. Bon. Quand on entend des coups d'État, c'est toujours Guinée, Mali. Et donc, quand les investisseurs internationaux regardent ça, ils disent mais il y a un problème en Afrique francophone. Donc c'est important de gérer ces situations de façon aussi non conflictuelle que possible. Et puis, vraiment d'arriver à une espèce de maturité qui fait qu'on peut avoir une démocratie apaisée. Vous savez, c'est anecdotique, mais quand je suis rentré ici en août, mes camarades de terminale C du lycée classique sont venus me saluer, ça m'a beaucoup touché. Il y avait le ministre Adama Diawara, j'espère qu'il me pardonnera de le citer, qui est ministre de l'enseignement supérieur. Bon, il était mon chef de classe quand j'étais en terminale. Bon, il est venu, il m'a rendu hommage, on est amis, c'était son anniversaire il y a 2 jours, je le lui ai souhaité. Pour moi, c'est ça la Côte d'Ivoire apaisée. C'est pas parce qu'on est dans des partis politiques différents qu'on doit être en guerre. Et de toute façon, si on se comporte comme ça, on ne peut que reculer. Et justement, parlant de reculade, est-ce que Tidiane Thiam s'est dit il faut qu'on analyse les mots qui ont divisé la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, et ces mots-là, on arrive à les identifier et en face proposer des solutions. Vous avez évoqué une ébauche, notamment le fait de ne pas se regarder en ennemi, mais plutôt qu'adversaire. Est-ce que vous avez fait cet exercice? Je ne prétendrai pas avoir la réponse, bien sûr. Je pense que chaque Ivoirien, c'est des questions que chaque Ivoirien s'est posées. Oui, mais c'est bon d'entendre. Et chacun a sa réponse. Bien sûr. Mais je crois que, bon, parce que la Côte d'Ivoire était réputée pour être bien sûr, bien sûr. À la fin, ça se ramène à une question de valeur. Il y a un socle minimum sur lequel il faut s'entendre. Par exemple, le fait que la vie humaine est sacrée, ce n'est pas négociable. Dès qu'on commence à faire des compromis avec ça, on va vers des choses très, très négatives. Donc ça, c'est une valeur fondamentale, je crois, pour moi, dans toutes les croyances spirituelles, dans tous les systèmes spirituels. La vie de l'être humain est sacrée. Donc on ne doit pas tuer. Vous vous rappelez ce que le président Houphouët-Boigny disait sur le fait qu'il ne verserait pas le sang. Bon, c'est très important. Donc ça, c'est... Et je l'ai dit, je le répète, il ne faut pas accepter la violence comme moyen d'action politique. Le moyen d'action politique, c'est le discours, le dialogue. Vous, M. Diarra-Souba, vous pouvez dire quelque chose qui me déplaît, je réponds. Moi, je peux vous dire quelque chose qui vous déplaît, on répond. On dialogue. Hein. C'est la fameuse phrase que tous les Ivoiriens connaissent, le dialogue est l'arme des faibles. Des forts, pardon. Des forts. Lapsus terrible. Oui, bien sûr. Le dialogue est l'arme des forts. C'est vraiment important. Plus que toutes les statistiques économiques, etc. Et puis, il ne faut pas juste... Il n'y a rien de plus destructeur que le cynisme. Les anglo-saxons disent que les actes parlent plus haut que les paroles. Donc, il faut vraiment que vos actes soient alignés avec vos paroles. C'est pour ça que j'essaie de donner des exemples concrets. Quand je prends l'exemple du ministre Adama Diawara, oui, il ne faut pas juste dire oui, on est des frères. Parce que si les gens vous entendent dire ça, mais que d'un autre côté vous retournez et que vous avez un comportement complètement contraire, donc l'élite a une responsabilité particulière. Et la pédagogie est à base de répétition. Ce n'est pas par hasard. Les Ivoiriens étaient fatigués d'entendre certaines phrases du président Houphouët-Boigny. Mais il les répétait à dessein. Dieu est amour, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Mais on dit qu'il faut avoir oublié quelque chose 9 fois avant de le savoir. Donc il faut aussi, sans relâche, dire ces choses-là. Et moi, mon rêve, c'est que vraiment, en tout cas sur ces choses-là, on puisse, à travers les lignes politiques, s'entendre. Parce que c'est ce qui permettra à la nation ivoirienne d'avancer. Tidiane Thiam, par principe, toutes les questions relatives au PDCI-RDA, à la succession du président Henri Konan Bédié, à votre ambition, si tant il est que vous en avez une pour diriger la Côte d'Ivoire un jour. On n'en parle pas dans cette interview, pour le respect du deuil, justement, de la mémoire du président Bédié. Merci. Mais il y a une de vos phrases qui constitue un choc pour moi quand je l'entends dans une interview. Quand vous quittez le Crédit Suisse, vous dites que vous n'aspirez plus à être président-directeur général d'une multinationale. Pourquoi? Ben, on m'a proposé, c'est pas un secret, Unicredit, qui est la première banque italienne, m'a proposé de prendre la direction d'Unicredit après. Non, parce que je pense que dans la vie, il faut se renouveler. Moi, je suis quelqu'un qui trouve beaucoup de satisfaction dans le fait d'affronter, de relever de nouveaux défis. Et j'avais été CEO 11 ans, c'est rare.
avec des Entre résultats, Prudential et Crédit Suisse. résultats trimestriels tous les 3 mois. Faire ça une 3e fois, déjà j'avais hésité à le faire une 2e fois. Et donc la 3e fois, non. Et je parle beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuriat, et c'est quelque chose que je n'avais pas fait dans ma vie. Et donc je voulais vraiment un peu partir, être à mon compte, être mon propre patron et arrêter de travailler pour les autres. Parlant du Crédit Suisse, quand vous y arrivez, l'entreprise est dans le creux de la vague, presque. J'étais quasiment en faillite. Quasiment en faillite. Vous reprenez la banque helvète. Quand vous sortez, justement, il y a eu une question d'espionnage, on n'a pas trop compris. Vous pourrez peut-être nous expliquer. Mais quand vous partez, en tout cas, le chiffre d'affaires est monté de, me semble-t-il, plus de 7 ou 8%. On a fait des profits de plus de 4 milliards de dollars après impôts. Et oui, en fait, cette histoire d'espionnage, ça a été largement commenté. Le point, c'est que... Mais on ne vous a jamais entendu là-dessus. Mais j'ai jamais été mis en cause, parce que oui, il y a eu sûr, enquête après enquête. Mais oui, enquête interne, après enquête. Bon, après, les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent sur Internet. Bon, ça, je ne peux pas contrôler ça. Mais je suis très fier de ce que mes équipes et moi avons accompli au Crédit Suisse. C'était vraiment un tour de force, peut-être une des choses les plus difficiles que j'ai faites dans ma carrière. Ça a été la même recette, valoriser les collaborateurs? À un certain niveau, oui. À un certain niveau, oui. Mais il y avait vraiment... la banque, il y avait un trou dans son bilan de 15 à 20 milliards de dollars, ce qui est énorme. C'était pratiquement équivalent à la valeur de la société. Donc il fallait lever des capitaux et régler beaucoup de problèmes qui étaient tous antérieurs à ma gestion. Payer des amendes pour mauvaises pratiques aux États-Unis et essayer de changer la culture de la banque. Quand j'ai été embauché, on était d'accord que c'était un job de 10 ans. Bon, il se trouve que j'ai dû arrêter après 5 ans. Donc le travail était à moitié achevé, il y avait encore beaucoup à faire. Et sur ce qui s'est passé après, je peux faire beaucoup de choses dans ma vie, mais commenter sur des choses auxquelles je n'ai pas participé, ça, je ne sais pas. Mais bon, une émission, ça me permet de tordre le cou. J'ai vu aussi que j'avais des ennuis judiciaires aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, en tout cas. Ça, mon Dieu. Et comme votre parole est rare... C'est ridicule, c'est ridicule. Ce sont des investisseurs de Crédit Suisse qui essaient de récupérer des fonds d'une manière ou d'une autre. Ils ont poursuivi, pas seulement moi, 3 anciens ou 4 anciens CEO de Crédit Suisse, sans argument. Parce que mon avocat, Andrew Levander, qui est très connu à Wall Street, qualifie la procédure d'absurde. Le mot n'est pas de moi, le mot est de... Donc, c'est la vie. Très bien. De votre carrière internationale, Tidjane Thiam, de McKinsey à Prudential à Crédit Suisse, quels sont les succès dont vous êtes le plus fier? Moi, j'ai pas tendance à... Vraiment, une des choses qui me rend le plus fier, c'est d'amener des gens à faire des choses dont ils ne se croient pas capables. Toute ma vie. Des exemples Oui, pour appuyer, je pense que... C'est un peu embarrassant, je ne veux pas citer de nom, mais quand j'ai nommé des directeurs ivoiriens à la DCGTX, un des plus importants, il me fuyait presque. Après, il est venu dans mon bureau et il m'a dit « Mais qu'est-ce que je vous ai fait ?» Parce qu'il avait tellement peur d'échouer qu'il considérait que c'était un geste hostile de donner cette promotion. Je lui ai dit « Je ne dirai pas son nom, monsieur Attel. Ça va aller. Moi, je suis là, je vais vous tenir. » Il a un grand succès, il est devenu un expert international, il donne des conférences maintenant jusqu'en Asie. Bon, voilà, ça me donne beaucoup de plaisir parce que dans mes goûts, la base de tout, c'est la confiance en soi. C'est tout. C'est le plus important capital de l'être humain. Je dis souvent que le rôle d'un parent vis-à-vis d'un enfant, c'est de l'amener à l'âge adulte avec le maximum de confiance en soi, parce que c'est ça le capital qui va lui permettre de passer à travers les écueils de la vie, etc. Donc dans toutes ces choses-là, et j'étais touché quand je suis revenu. Les agents du MNET sont venus me voir, on était tous en larmes, parce que ça faisait 20 ans. Si je peux diriger un endroit, et que je reviens plus de 20 ans après, et que les gens viennent d'eux-mêmes me voir, alors que je ne peux plus... Vous savez, on dit en islam, les prières les plus précieuses sont celles qu'on dit après votre mort. Bon, parce que vous ne pouvez plus rien faire. Les prières adressées aux défunts. Non, à Dieu, oui, en votre nom. En parce faveur que des défunts, vous ne pouvez plus rien faire pour les gens. Donc, quand vous avez été leur patron 20 ans avant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Donc, c'est là qu'il vous montre vraiment peut-être l'appréciation du travail que vous avez fait. Donc j'ai encore des messages dans mon téléphone de gens de Prudential qui m'écrivent « J'ai reçu un bon anniversaire du réceptionniste de
de Crédit Suisse, cette année, le 29 juillet. Là, j'étais très touché. Aziz Taïa, monsieur le directeur, un bon anniversaire. Je suis parti il y a des années. C'est à ça que je mesure mes succès, pas aux chiffres. Je vous ai dit, il n'est de richesse que d'homme. La richesse matérielle, vous la laissez ici. Elle est éphémère, évidemment. Vous la laissez ici sur Terre. On ne peut pas vivre pour ça. Tidiane Thiam, après ce parcours auréolé, comme je l'ai dit, de responsabilité, de très haute responsabilité et de succès à l'international, est-ce que vous vous dites, je suis à la disposition de mon pays? Je l'ai toujours été. Jamais mon pays n'a fait appel à moi sans que je réponde. L'exemple, c'est quand le président Bédier m'a appelé, ma femme était enceinte de 6 mois, j'ai tout lâché, je suis venu ici. Je n'étais pas payé non plus, personne n'était pas payé, mais j'ai dit, je ne serai pas payé tant que le personnel n'est pas payé, alors que j'avais un très beau salaire. Etc. Bon, donc, non. Ça, c'est la base. Maintenant, j'ai atteint un certain âge, j'ai accumulé une certaine expérience. Il se dit en Côte d'Ivoire que quand on a 50, 60 ans, on est encore jeune. Je ne sais pas si c'est votre perception, hein, mais en tout cas... Je ne commenterai pas là-dessus, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Enfin, moi, je suis journaliste, je suis le porte-voix, le porte-parole de milliers de téléspectateurs qui nous suivent. J'ai l'âge que j'ai. Ça fait 36 ans que je travaille, 37 ans. Bon, donc, en fait, le point, c'est que je crois, j'espère, que la petite expérience que j'ai peut être utile en Côte d'Ivoire. Bon, je vois quelque chose comme le Covid. J'ai été vraiment très honoré qu'on me demande de prendre cette responsabilité. Vous savez, le 18 décembre, je serai probablement à Kigali parce qu'on inaugure l'usine de production de vaccins mRNA de la première en Afrique. Vous vous rendez compte qu'on a transformé le monde. J'ai passé toute une année à mendier des vaccins. On avait toute une procédure. On demandait à un pays, on peut trouver 100 000 vaccins ici. C'est fini. Bon. L'Afrique va produire ces vaccins. Oui. Et derrière ça, il y a un vaccin contre le paludisme. Il y a de très bonnes chances, 70% de chances que d'ici à quelques années, on ait trouvé un vaccin contre le paludisme. Donc des choses comme ça, parfois les gens disent « mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en Côte d'Ivoire ». Bon, quand j'ai travaillé avec Tony Blair, Gordon Brown en 2004 dans la commission Blair, on est arrivé à Gleneagles, on a fait une remise de dette. Mais c'est la remise de dette dont la Côte d'Ivoire a bénéficié en 2010 qui a permis tout ce qu'on voit aujourd'hui. Bon, donc dans tout ce que vous faites, quelque part, vous vous dites tant que mon pays peut en profiter... Oui, même quand je n'y étais pas, j'ai fait des choses qui ont directement profité à la Côte d'Ivoire. Donc, a fortiori... Comment vous réagissez quand vous entendez certains vous reprocher de n'être pas venus pendant 24 ans, qui, de leur regard, vous avez abandonné votre pays? Non, mais Comment vous réagissez? Je ne suis jamais... heurté par... D'abord, je crois beaucoup en la liberté d'opinion. Chacun a le droit d'avoir sa propre opinion. Tout ce que je peux faire, c'est dire, moi, ce qui m'est arrivé. Je l'ai dit parfois, et même des Ivoiriens m'arrêtent dans la rue, on a cette conversation. Je dis, je ne suis pas parti de moi-même, on m'a chassé. Je suis désolé. J'avais un job, j'avais un bureau, j'ai été démis de mes fonctions à la suite d'un coup d'État. On m'a demandé de remettre tous mes dossiers à quelqu'un d'autre, comme j'ai dit plus tôt dans cet entretien. On peut vous rétorquer que le général Gueye, de regretter mémoire, vous a proposé... J'ai dit, je ne crois pas, c'est vrai, je ne crois pas au régime militaire, je ne souhaitais pas travailler au régime militaire, je ne crois pas à la violence. Écoutez, je n'ai rien contre le général Gueye, paix à son âme, vraiment, ce n'est pas un commentaire dirigé contre sa personne. Dans l'histoire est pleine de généraux. Vous parlez de système militaire, évidemment. Oui, l'histoire est pleine de généraux qui ont été présidents. Ulysse Grant, vainqueur de la guerre de sécession, a été président des États-Unis. Élu. C'est un héros, quelqu'un de fantastique. Il y a un général qui, me semble-t-il, vous fascine aussi, le général Obasanjo. Obasanjo, Dwight Eisenhower, avant Obasanjo, commandeur des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été élu président des États-Unis. Non, à l'armée aussi, il y a des gens fantastiques. Et ils peuvent avoir des ambitions et des aspirations qui sont légitimes, qui se fassent élire. Bon, et ça, je l'ai dit au général Gueye, à ce moment-là, j'aurais travaillé pour lui, pas de problème. Donc, il n'y a pas d'interdiction pour les militaires de nourrir des ambitions, mais il faut qu'ils comprennent que dans un système démocratique, ils doivent se soumettre au vote des électeurs et être élus. Donc oui, après donc, vous n'avez pas fui la Côte d'Ivoire? Fui. J'ai été chassé. Alors, parmi ceux qui commandent, vous savez, j'ai quand même été tenu en joue par des militaires armés, en treillis, sans identification. C'est traumatisant. Vous êtes à la merci d'un accident. Pour qui a tenu une mitraillette? Moi, j'ai tenu ça. C'est très facile qu'un coup parte. Hein. Et vous vous sentez vraiment très vulnérable. J'avais 2 enfants en bas âge. Bon. Et vraiment, j'avais vraiment cette intuition. Et je l'ai dit. Il y a beaucoup de témoins contemporains à qui j'ai dit, les choses sont mal parties. Donc, je vais attendre
que les esprits se calment et que, en tout cas, moi, les valeurs que je défends soient audibles, que les Ivoiriens puissent entendre et être intéressés par mon discours. Je n'ai jamais changé de discours, soit sur les coups d'État, sur la violence, sur le consensus, sur la paix, sur l'apaisement. Soit en 2020, j'ai toujours exprimé les mêmes convictions. Je crois que c'est la Côte d'Ivoire qui a évolué et qui aujourd'hui peut-être apprécie mieux la valeur de la paix qu'elle a connue pendant si longtemps. Ce qui me permet, moi, de revenir de façon plus sereine et d'être actif de façon plus sereine. Mais ça ne m'intéresse pas d'avoir recours à la violence. Ça ne m'intéresse pas de... On peut tout faire avec des balles, sauf discuter avec. Donc, tant qu'on est dans un contexte qui est apaisé, à ce moment-là, tout est possible. Vous dites, en 1999, la Côte d'Ivoire était mal partie. Vous vous en êtes ouvert à bien d'entre vos proches. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de la trajectoire de votre pays ? Comme je l'ai dit, après les années difficiles, jusqu'à 2010, vraiment l'économie progresse. Bon, et ça, le crédit doit revenir vraiment au président Ouattara, à son équipe. Bon, écoutez, c'est pas un secret que Feu Amadou Coulibaly, paix à son âme, était mon adjoint au BNET, donc je connais comme Patrick Hachi, j'ai beaucoup travaillé avec lui aussi au BNET sur différents projets. Donc ce sont des gens que je connais, des gens de qualité, ils ont bien travaillé. Il faut continuer, il faut continuer. Moi, je dis toujours en plaçant vraiment l'homme, le capital humain. Il y a un fil conducteur un peu dans tous les commentaires que j'ai faits. J'ai dit, il n'est de richesse que d'hommes. La technologie aujourd'hui permet de faire des choses assez extraordinaires en matière de santé, en matière d'éducation. Je vous ai dit que ma première préoccupation au BNET, ça a été la santé des employés. La santé, c'est très important. Donc, il faut continuer à mettre l'accent là-dessus. Que vraiment les gens soient libérés des deux soucis fondamentaux, de se nourrir et de se soigner. Je ne vais pas répéter « l'homme qui a faim n'est pas un homme libre », mais c'est une idée qui prédate le président Houphouët-Boigny, qui ne l'a pas inventée, qui est vraie, et qu'on connaît tous, mais qui est vraie. Il faut que les gens puissent se nourrir leurs enfants. Je pense que la situation des femmes, moi, c'est un sujet qui m'a toujours aussi préoccupé, passionné. J'ai eu la chance d'avoir une mère extraordinaire. Et donc, je sais l'impact qu'une maman, l'importance qu'une maman a pour une famille et comment elle peut transformer le destin de ses enfants. Donc vraiment permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle. Quand j'étais là la dernière fois, j'ai rencontré les vendeuses du marché et tout ça. J'ai beaucoup aidé des coopératives de femmes qui font de la tchéquette, des choses comme ça. À la fin, moi je crois dans la nature humaine. Comme je l'ai dit, ce qu'il faut, c'est donner aux gens les moyens d'exprimer leur potentiel. Le potentiel, il est là, il existe. Il faut le libérer. Soit dans l'agriculture, souvent, c'est des petites choses. Des petites choses. Et encore, je ne vais pas être trop technique, mais je parle souvent de PME, de petites entreprises. J'allais vous poser la question. Oui. Quel regard jetez-vous sur la situation des PME ? Vous l'avez dit, avec un entrepreneuriat qui monte en puissance dans le pays. C'est une des forces et une des chances de la Côte d'Ivoire. Il y a les freins, notamment au niveau financier. Bien sûr. Mais là aussi, il y a des solutions techniques. Vous qui êtes banquier, dites-nous. Un pays comme le Mexique est passé à la facturation électronique. Bon, je n'ai pas gardé mon cellulaire, mais toutes les transactions aujourd'hui au Mexique sont enregistrées sur votre cellulaire. Quand vous allez chez le coiffeur, vous payez 200 francs CFA et ça passe sur le cellulaire. Tout est digitalisé. Tout est digitalisé. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça permet maintenant aux PME, aux coiffeurs qui a 3 chaises, d'avoir un compte d'exploitation. Pas si pour tous les Ivoiriens ça parle, mais enfin, en tout cas, il peut produire une comptabilité. De formaliser une comptabilité. Le business. Voilà. Il a coiffé tant de personnes, plus chaque interaction est individualisée. Bien sûr, ça laisse des traces. Voilà. Ensuite, il peut aller dans une banque. Donc, ce qui est passé au Mexique, c'est que subitement, les PME, on peut emprunter. Parce que quand elles allaient dans les banques, les gens disaient « mais vous êtes dans le secteur informel, vous n'avez pas de compte ». « Ah, pardon, monsieur, maintenant, j'ai tout ça. Voilà mes papiers. » Donc, s'ils donnent accès à la banque, à leurs informations, ils peuvent emprunter. La fraude fiscale au Mexique a baissé de 60%. Les recettes fiscales de l'État ont augmenté de 60%. 60%. Imaginez combien d'écoles, combien de routes vous construisez avec cet argent, sans vous endetter. Parce que ce système est extraordinaire. Et c'est là que la technologie permet des choses qui étaient inimaginables avant. Le Brésil est à plein en train de mettre ça en œuvre, le Chili, un tas d'autres pays.
Bon, je suis en discussion aussi avec certains pays en Afrique qui regardent ça. Le Rwanda est bien avancé sur ce chemin. Donc, il y a des choses qui sont révolutionnaires et qui vraiment... Les PME, il faut les chérir parce que je dis toujours que la base de l'économie, c'est l'économie locale, nationale, domestique. Oui. Donc, en tant que dirigeant, il faut vraiment déployer tous les efforts possibles et imaginables pour vraiment promouvoir les PME. Toute l'Afrique veut des grandes entreprises. Bon. Toutes les grandes entreprises sont d'anciennes petites entreprises. Renault a été créé par Louis Renault dans un garage à Billancourt avec son frère. Hein. Bill Gates, tout le monde connaît son histoire. Steve Jobs, etc. Vous prenez les 10 premières entreprises mondiales en capitalisation boursière. D'abord, 8 sont américaines et 6 ont été créées après 1990. En moins de 50 ans. Donc l'innovation, c'est vraiment... Et le capital intellectuel, c'est vraiment le moteur de l'économie mondiale. Donc il faut chérir ces PME. Je sais qu'il existe ici des programmes pour développer les PME. Donc il faut continuer, il faut amplifier ça. Et il faut aussi que le discours les place vraiment à l'avant-garde du développement et qu'on connaisse leur rôle. Notre société, moi vraiment, je déteste cette expression secteur informel. Vraiment, je trouve ça, je ne supporte pas. Parce que notre société ne peut pas marcher sans les gens du secteur informel. Tout ce qu'on achète, la nourriture au bord de la route, les travailleurs qui sortent... Quelle appellation vous donneriez-vous à la place du secteur informel ? Le secteur productif, le secteur économique, les entreprises. C'est des entreprises à part entière. Ces gens-là, les réparateurs de pneus, ils ont des compétences, ils ont des savoir-faire, ils sont intelligents et ils rendent des services qui ont une grande valeur pour l'économie. Donc il faut les mettre en valeur, pas les traiter comme un mal nécessaire. Au contraire, ils sont bien souvent le cœur de l'économie. C'est la périphérie qui se moque du centre, parce que c'est eux qui sont le cœur de l'économie. Donc il faut tenir ce discours, il faut les promouvoir. Je disais plutôt, il n'y a pas de sous-métier, et on a une démographie en Afrique telle qu'on ne peut pas se permettre de considérer qu'il y a des sous-métiers. La première chose qui nous manque, c'est des emplois. La base de la dignité de l'être humain, c'est de pouvoir travailler, pouvoir nourrir sa famille, pouvoir loger, pouvoir habiller ses enfants. Donc vraiment, tout ce qui est créateur d'emplois doit être absolument amplifié, soutenu, encouragé. Le gouvernement a évoqué 2 programmes précisément, l'un pour la promotion des pépites et un autre pour développer des champions nationaux. Quel regard là-dessus ? Non, j'approuve. Moi, ce sont des idées que je défends depuis très longtemps. Donc, ne sont pas seulement à moi, c'est très bien, absolument. Bien souvent, les intellectuels évoquent le cas du Nigeria, à l'époque du président Obasanjo, qui lui a favorisé des champions nationaux qui sont aujourd'hui des mastodontes, et dans la finance, et dans bien d'autres secteurs. C'est quelqu'un, en fait, quand vous lui parlez, c'est très intéressant, parce que moi, j'ai eu l'occasion de lui dire, bon, qu'est-ce que vous considérez comme votre legacy, votre héritage, votre bilan. Et c'est la première chose qu'il mentionne, le nombre de fortunes qu'il a créées au Nigeria. Mais ça correspond à ce que je disais sur l'économie domestique, et donc s'assurer que peuvent émerger du marché. Les besoins sont infinis dans l'alimentaire, dans l'agriculture, dans les services de proximité, dans les services financiers, etc. Bon, il y a beaucoup d'opportunités. Et je dis toujours que la clé pour débloquer l'investissement international, c'est d'avoir une économie nationale florissante. Les investisseurs internationaux seront toujours sceptiques sur une économie qui n'arrive pas à produire des vainqueurs en son sein. C'est-à-dire que les gens qui sont nés là, qui parlent la langue, qui connaissent tout le monde, n'arrivent pas à réussir. Quand vous êtes étranger, vous vous dites, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas ? Si les nationaux eux-mêmes ne s'en sortent pas. Donc, ou alors vous y allez, mais pour être dans l'économie de rente, ou d'exportation, ou d'extraction des ressources naturelles. Ça, oui. Mais aller dans des business qui sont domestiques, servir les consommateurs locaux, non, c'est très difficile. Donc, il y a un double avantage à faire ça, c'est que, vous allez développer des champions nationaux, et plus vous avez de champions nationaux, plus vous allez attirer d'investisseurs étrangers, parce qu'à ce moment-là, il y a des partenaires de qualité sur place qui peuvent travailler avec eux. Mais je ne veux pas ennuyer tout le monde avec un discours sur l'économie. Non, on n'ennuie personne, ce sont les enjeux d'actualité. Tidjane Thiam, nous serons bientôt au terme de cette interview que vous avez bien voulu nous accorder, la première depuis 24 ans. Pas la dernière.
On espère Si bien. vous me réinvitez, parce que ça, Bien ça sûr, dépend vous de- serez réinvité, ne vous Je ne inquiétez peux pas pas. m'inviter. 2 dernières questions. Oui. La première, ça y est, vous êtes définitivement installé en Côte d'Ivoire. Non, Vous pas faites du la tout. navette. Non, je fais la navette. Très Je bien. fais la navette. J'espère, en 2024, passer encore plus de temps ici et de façon croissante. Mais pour l'instant, De façon progressive, voilà, j'ai revenir encore beaucoup d'engagements, d'activités, etc. à internationale. l'étranger qui font que je ne peux pas les abandonner du jour au lendemain Parfait. pour rentrer. Quand on a occupé ces fonctions à l'international, la fonction de prospective est très importante. On anticipe, on essaie de réfléchir aux enjeux du futur. Comment vous voyez la Côte d'Ivoire dans 10 ans, dans 15 ans? C'est pas une colle, hein? Non, je réfléchis bien sûr, bien pour sûr. répondre. Non, je cherche les bons termes pour décrire ce... Je pense, bon... Vous savez, c'est... Peut-être la meilleure formule, c'est une Côte d'Ivoire maître de son destin, avec des Ivoiriennes, des Ivoiriens heureux, qui croient en l'avenir et qui peuvent légitimement croire que leur vie a été meilleure que celle de ceux qui les ont, de leurs ancêtres, et que leurs enfants auront une vie encore meilleure que. Je pense que le maître de son destin, c'est vraiment clé, parce que c'est la différence entre les pays. Il y a les pays qui subissent, il y a les pays qui sont maîtres de leur destin. Vous ne pouvez pas être maître des événements. Les événements, ils sont aléatoires, et il y aura toujours des chocs et des. Mais être préparé à réagir. On dit toujours, c'est comme dans la vie individuelle, vous ne pouvez pas contrôler les événements, vous pouvez contrôler comment vous réagissez aux événements. Et c'est pareil pour les pays. Et développer cette résilience, développer cette capacité à réagir, mais ça, c'est aussi une fonction de l'union. Moi, j'aime beaucoup la devise de notre pays, qui est union, discipline, travail. C'est pas... Paul Boigny aurait pu dire travail, discipline, union. L'ordre est important. L'ordre est très important. L'union n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Ce qui est sûr, c'est que dans la désunion, on est sûr d'échouer. C'est pour ça que je m'oppose aux discours qui divisent, c'est pour ça que je m'oppose aux actions qui divisent, parce qu'elles coûtent infiniment cher. Peut-être pas à court terme, mais à long terme, quand, en tant que société, en tant que pays, il veut faire face à des défis, et il y en aura toujours. Vraiment, vos chances de réussir, si vous êtes désunis, sont quasi nulles. Donc vraiment, cette union, c'est ça qui fait la valeur des pays. C'est pas les murs, c'est pas les trucs, c'est ce qu'il y a dans la tête des gens. Bon, et peut-être je me ferai des ennemis, mais je le dirai. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Israël comme pays, la culture juive, et je dis, ils ont démontré cette résilience. Vous pensez à Auschwitz, vous pensez à Israël. Et je dis, ils ont une culture et des capacités telles que si demain, on les transportait d'où ils sont, on les remettait, je vous assure, au milieu de la forêt amazonienne, sans ressources, moi je suis convaincu qu'ils sauraient recréer une société prospère. Ma mère disait toujours, la seule chose dans laquelle il faut investir, c'est ta tête. Parce que la seule chose que tu peux emmener avec toi partout, c'est ta tête. Tes biens, on peut te les arracher, ta voiture, tes bijoux, etc., etc. Mais c'était sa manière à elle, dans son français à elle, de dire qu'il n'y a que le capital intellectuel qui compte et la valeur des individus. Et donc, oui, je veux une Côte d'Ivoire qui est reconnue comme une terre d'innovation, une terre avec des valeurs. Pour résumer, si quelqu'un dans 20 ans peut dire ce que je viens de dire d'Israël, de la Côte d'Ivoire, j'estimerais qu'on a bien travaillé. Et c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Mais il faut y croire d'abord. Bien sûr. On peut réaliser que ce dans quoi on croit. Donc, et qui dit, oui, ces Ivoiriens, ils sont terribles. Même si vous les mettiez, je ne sais pas où, ils recommenceraient encore. Voilà. Ça, ce serait un beau compliment. Tidiane Thiam, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. C'est la fin de cette interview exclusive. Merci à toute la rédaction et à la réalisation. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur NCI. Dans quelques instants, NCI 360 avec Evelyne Débat.